Merci Marie de m'avoir invité à participer dans ce cycle des conférences très intéressants dans le cadre du bicentenaire napoléonien. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous. Vous allez entendre parler un tout petit peu d'architecture avec un léger accent espagnol. Je m'excuse si parfois l'accent devient plus fort. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire une conférence générale sur l'architecture parisienne pendant le Premier Empire, parce que c'est un sujet évidemment impossible. C'est un sujet très très vaste. Nous avons eu différentes publications qui sont occupées, qui ont dressé des bilans assez bien faits, je dois dire, de cette situation parisienne entre 1804 et 1815, même avant 1804, hein, déjà avec Napoléon comme premier consul, donc notamment l'Atlas de Paris au temps de Napoléon et l'exposition de Carnavalet sur le Paris napoléonien, mais qui, évidemment, ne peuvent pas donner une image d'ensemble approfondie parce que la masse des projets, d'initiatives, d'archives, des discours, de débats est tellement vaste qu'il faudrait vraiment des années d'études et une véritable équipe que nous espérons peut-être un jour, avec la collaboration de la Fondation Napoléon, qui soutient souvent ces genres d'initiatives, nous pourrons mener à bien. Alors, nous, aujourd'hui, je veux vous parler je veux approcher cette question de l'architecture monumentale, de l'architecture parisienne, à travers la question des monuments publics, et notamment étudiés par les prismes de rapport à l'antique et aussi à la deuxième capitale de l'Empire, qui est Rome, hein, depuis 1810. Non ? L'architecte prédilect de l'empereur, Fontaine, qui n'était pas du tout l'architecte favori de Napoléon au début, hein. Il l'a choisi parce que Joséphine faisait décorer la Malmaison et il avait repéré ces deux grands génies, Percier et Fontaine, très bons décorateurs, qui introduisent l'empereur, etc. Napoléon arrive... voilà, c'est comme ça qu'eux, ils arrivent vers Napoléon. Et cet architecte qui monte au pouvoir dans la sphère artistique et aussi politique du système impérial nous raconte comment, à partir de 1804, tout change. Évidemment, passer de premier consul à empereur est un cap assez important pour tout le monde. Mais nous voyons très bien dans cette image, ces tableaux posthumes, hein, quand Napoléon était déjà mort, comment le premier consul, ces jeunes, vigoureux, conquéreurs qui partent à la conquête de l'Europe, qui est représenté par les peintres sur le cheval, en train de répandre la grâce et les pouvoirs de l'Empire partout, devient un monarque. Non ? 1804, c'est le moment où le système politique français et européen change parce qu'on assiste à un rétablissement du culte monarchique, impérial en l'occurrence. Et Napoléon devient ces grands hommes d'État, ces grands empereurs qui visitent ces chantiers architecturaux sous la conduite des architectes, qui vérifient de manière minutieuse le plan, non ? Tel un Trajan, un Auguste ancien, comme l'iconographie artistique les avait décrits depuis l'Antiquité. Il y a toute une iconographie artistique qui représente ces grands monarques en train de suivre l'avancée de ces grands chantiers, de ces grands travaux. Nous trouvons des exemples depuis l'Antiquité, comme je vous disais avec Auguste, mais aussi Lorenzo de Médicis, Philippe IV d'Espagne, le propre Louis XIV, non ? Qui sont des modèles sur lesquels Napoléon souhaite se refléter quand il conduit ses grands projets, quand il lance ses grands projets partout en Europe, mais notamment dans sa capitale. Fontaine lui-même témoigne en 1806 l'engouement de l'empereur par ses grands projets architecturaux. Napoléon, en 1804, il a compris son rôle, non seulement comme stratège, comme militaire, comme politique, mais aussi comme mécène, comme bâtisseur. Napoléon veut être le mule de ces grands empereurs de l'Antiquité dont la postérité ne sont pas tellement les batailles, mais les grands monuments, les colonnes, les arcs de triomphe, les forums impériaux. Il a compris que la pierre détaille, que le bronze, que les colonnes sont vraiment le testament, le meilleur testament qu'un grand monarque peut laisser à la postérité du temps. Parce qu'évidemment, surtout en 1804, Napoléon ne savait pas ou ne pouvait pas imaginer que sa montée stratosphérique allait être si courte, non ? On en parlera plus tard. Donc, Napoléon
reprend en main une capitale qui était marquée par la Révolution française, bien sûr. Non, il y a eu une décennie... on dit souvent que le coup d'État de 99 marque vraiment la fin de cette capitale révolutionnaire, mais Paris est très très marqué par ce qui s'est passé depuis la chute, depuis 89 et surtout après la chute de la monarchie. Mais Napoléon n'est pas le premier à vouloir réformer Paris, bien sûr. Hein. La réforme de Paris, la transformation de la capitale, faire de Paris un lieu autre, différent, est un idéal qui traverse les décennies et qui s'intensifie énormément dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Si nous pensons par exemple à l'essai de Voltaire des embellissements de Paris, publié en 1747, non, où il lance déjà cette idée de la création des grandes avenues, des parcs, des fontaines, des grands monuments publics. Donc, nous voyons que la transformation de Paris devient vraiment un enjeu majeur de tous ceux qui ont été au sommet de la pyramide du pouvoir en France et pendant l'Empire aussi en Europe. Qu'est-ce qu'il voulait, Napoléon? Napoléon voulait reprendre ces idéaux pour la construction d'une ville plus homogène, plus belle, plus saine, plus verte, non? Avec quelque chose qu'on voit très bien avec ces dessins assez beaux de l'architecte Fontaine, où il représente le marché napoléonien en premier plan et la ville, le vieux Paris derrière. Non, cette ville bigarrée, chaotique, avec des bâtiments irréguliers, médiévaux, qui s'oppose à cet ordre urbain représenté par l'architecture classique, les espaces, les grands espaces, la lumière, qui était l'emblème de ce pouvoir nouveau qui, par la transformation de Paris, voulait lancer un message à l'échelle européenne de sa capacité de transformation de tout, non seulement d'une ville, mais vraiment d'un continent, d'un système international. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur la politique monumentale et notamment sur 3 monuments en particulier. Mais je ne peux pas manquer de vous signaler l'importance que cette époque a eue pour la pensée architecturale à Paris dans tous les sens. Parce que Paris, Napoléon, et nous l'avons bien vu avec l'exposition qui s'est tenue aux Archives nationales sur la Secrétaire d'État impériale jusqu'à récemment, Napoléon comprend l'importance, même d'un point de vue de la propagande, de soutenir l'invention, l'imagination, de soutenir le tour de force architecturaux et d'investir dans une architecture imaginaire, innovatrice. Par exemple, comme on voit par exemple dans les architectures en fer du Paris napoléonien, qui étaient vraiment des unicums de l'histoire des ingénieurs et de l'architecture de son époque. Le pont des Arts, la coupole de la Halle au Blé. Mais évidemment, il souhaite avoir une capitale monumentale. Il souhaite avoir une capitale qui reflète son pouvoir à l'international parce qu'il est conscient que toute l'Europe, sous domination française ou pas, regarde vers Paris, le sémissaire, le diplomate, le voyageur, les architectes, les artistes qui venaient de partout ici, décrivaient, dessinaient, parlaient, diffusaient la grandeur de son système grâce à ces monuments qui commencent à peupler tous les grands espaces de la capitale. Nous partons, ma réflexion part de ces jolis dessins qui représentent une étude préparatoire pour une frise décorative qui devait orner le palais du cours législatif, le palais Bourbon, en 1811, où nous voyons ces départs de militaires vers la campagne d'Autriche, vers la bataille d'Austerlitz, la fameuse rencontre de 3 empereurs, la Russie, l'Autriche et la France. Ces départs de cavaliers qui portent les aigles de l'Empire et qui laissent derrière eux une borne milliaire, si vous voyez à gauche, avec un numéro 1 en chiffre romain. Non ? Cette borne représente le parvis de Notre-Dame, le kilomètre 0 de la France et de l'Empire, le centre névralgique de l'Empire. Et ce n'est pas par hasard que l'artiste a choisi de le représenter avec une borne milliaire à l'antique, avec une chiffre romaine, le numéro 1. Parce que, dans l'imaginaire collectif, ces militaires qui partaient à la conquête de l'Europe laissaient derrière eux une nouvelle Rome dominée par le nouveau César moderne.
Un nouveau César qui s'appuyait bien évidemment sur un système très bien construit d'intellectuels, d'idéologues, d'architectes, d'artistes, de diplomates et de militaires, bien sûr. Parfois, ces catégories se mélangent. Hein. L'archéologue devient architecte, le diplomate devient urbaniste. Et à la tête, au sommet total de cette pyramide artistique qui a été construite pour la gloire de Paris, pour la gloire de Napoléon et pour la gloire de l'Empire, se trouve bien évidemment Dominique Vivant-Denon, auquel on a consacré une magnifique exposition au Louvre aux années 1990, je pense que c'est 97 l'expo, Dominique Vivant-Denon, l'œil de Napoléon, et qui était vraiment le centre de la conception artistique et de la propagande impériale à travers les Sards. Non, nous le voyons ici représenté par Benjamin Six dans une vue idéale de son atelier au Louvre. Vous savez qu'il était le premier directeur, il était le directeur du Louvre. Il a été celui qui a orchestré l'agrandissement du Louvre, l'annexion des œuvres d'art européens, la construction de nouvelles salles des antiques. Mais il était aussi celui qui dessinait les images pour les médailles commémoratives, qui dessinait, qui proposait des projets pour la construction de monuments, qui décidait quelle inscription devait-on graver sur les pierres de ces monuments. C'était vraiment le point de rencontre entre tous les acteurs qui contribuaient à la construction mythique, cette construction mythique de l'image architecturale de l'Empire. Et ce qui est curieux de cette image de Benjamin Six, c'est que l'artiste le représente dans la galerie de Diane, entouré de quelques-uns de ces monuments que Napoléon avait souhaité faire à Paris, dont par exemple l'éléphant de la Bastille, l'obélisque sur le terre-plein du Pont-Neuf, un projet qui date de 1809, et bien évidemment la colonne Vendôme. Ce qui est quand même intéressant de cette image, c'est que, représentée comme ça, on ne sait pas si c'est des copies, c'est les monuments parisiens, ou si ce sont des reproductions des monuments anciens amenés au Louvre. Et c'est là où nous retrouvons encore une fois, cette question de Paris-Nouvelle-Rome, d'un Paris où le monument, l'imitation de l'Antiquité, bouge entre une nouvelle Antiquité moderne qui dépasse celle qu'on imite, ou un recueil de formes anciennes implanté en mode pastiche sur les tissus urbains de la ville. Non ? Ici, nous rentrons bien évidemment, c'est le cœur de cette conférence, dans la comparaison avec la vraie Rome, la première Rome, la vieille Rome, si j'ose dire, non ? Parce que ce n'est pas par hasard que... Alors, vous savez que l'Italie napoléonienne a été divisée en différentes types de systèmes politiques. Il y a eu des royaumes, il y a eu des principautés, il y a eu des États indépendants, comme par exemple le royaume de Naples, qui était gouverné par le frère aîné de Napoléon, Joseph, et ensuite par Joachim Murat. Napoléon décide que les États romains, les États pontificaux, le siège de la papauté doit quand même intégrer l'Empire, ne doit pas être un État satellite. Et en 1800, après la révolution jacobine de 98-99 et la première restauration de Pie VII, les troupes napoléoniennes ont conquis Rome en 1809. Et la grande idée, sûrement partie de la tête de Vivant-Denon, c'est de faire Rome la deuxième capitale de l'Empire napoléonien. Alors vous pouvez comprendre l'immense humiliation du peuple romain, de la papauté, quand ils sont vus passer du sang, quand ils ont vu témoigner ces passages entre une ville qui était le centre de gravité de la chrétienté, des pouvoirs des anciens, le centre des Sards, et une ville qui devenait la deuxième quelque chose de quelque chose de plus grand. Non ? La députation du Sénat romain offre donc à Napoléon ses hommages, mais tout ça ne reste pas ici parce que en 1811, Napoléon a enfin un héritier pour son empire, une assurance pour lui que ça va continuer, que la famille impériale va continuer, que mon système va me survivre. Et non a caso, comme on dit en italien, le titre que ce bébé reçoit, c'est le titre du roi de Rome. Alors, la question du roi de Rome est fondamentale parce que cette naissance du roi de Rome devient un moment fort dans tous les calendriers impériaux en Europe. Partout en Europe, le jour de naissance du roi de Rome, on fait des immenses fêtes, des illuminations, on construit des monuments éphémères, parce que là aussi, on utilise cette idée de la translatio entre Rome et Paris comme un élément fédérateur
de ce système international duquel tous les peuples doivent participer, que ce soit les Espagnols, les Napolitains, les Allemands, à Cassel. Mais Napoléon, bien évidemment, ne veut pas juste assujettir Rome à son empire, il veut vraiment restaurer Rome. Antonio Canova, le grand artiste italien, le grand sculpteur, lui aussi tête de toute une sphère artistique internationale à Rome, le grand maître du néoclassicisme en la sculpture, témoigne dans son journal que Napoléon, quand il est venu à Paris, il est venu à plusieurs reprises à Paris. Alors ça c'est très marrant parce que vous savez que Napoléon a essayé par tous les moyens de faire rester Canova à Paris. Il lui a offert un salaire immense, il lui a offert les plus beaux appartements du Louvre. Canova a toujours refusé. Mais nous avons conservé ces carnets de voyage, ces journaux de Canova, dans lesquels il raconte comment Napoléon lui a affirmé sa volonté de restaurer Rome. Non ? Napoléon voulait restaurer l'ancien Rome à l'époque où, à Paris, il restaurait, ou plutôt construisait une nouvelle Rome. Et comme vous voyez ici, je choisis ces plans des archives nationales et ces projets d'Arc de Triomphe certainement conçus autour de 1812, autour de cette venue de Napoléon qui ne s'est jamais produite, parce que vous savez que Napoléon a marché sur les rues du Caire, mais il ne s'est jamais rendu à Rome, dans sa deuxième capitale, chose qui est quand même assez étonnante. Le plan nous montre ces grands projets d'ensemble de restauration du Forum romain, parce que le Forum romain que nous voyons aujourd'hui quand nous visitons Rome est un pur produit de système impérial. Napoléon, le gouvernement napoléonien, commandé par le préfet Camille de Tournon, était le premier à fouiller systématiquement les antiquités romaines. Et de là part bien évidemment une réflexion sur la construction de nouveaux monuments qui imitent ces antiquités qui étaient restaurées à l'époque. Non, vous voyez cette double dimension entre l'Antiquité et la modernité, et cet échange, ces transferts qui n'étaient qu'un écho de ces grands transferts qu'il souhaitait, c'est-à-dire de voir que la grandeur des anciens passait à la grandeur des modernes et que de César on passait à la dynastie de Bonaparte. Un des chantiers les plus, je choisis des chantiers remarquables, notamment pour notre conférence aujourd'hui, est bien évidemment la restauration de la colonne Trajane, qui est à nouveau, aujourd'hui, quand nous allons en Rome, nous la voyons dégagée dans un espace très, très ample, très bien éclairé, mais jusqu'à l'arrivée des Français, était vraiment entouré de couvents, d'églises, des maisons pauvres, d'ordures par terre. Et ayant compris la puissance symbolique de ce genre de gestes architecturaux, si j'ose dire, pour reprendre un peu l'actualité parisienne, il ordonne que tous les ans, 1 million de francs, après la quantité arrivée à Rome, bien évidemment, était plus basse, mais il ordonne que 1 million de francs soient versés tous les ans à l'Académie de Rome pour la restauration des monuments anciens. Un de ces monuments anciens, c'est la colonne Trajane pour laquelle les architectes municipaux de Rome conçoivent des places fastueuses avec une fontaine inspirée, bien évidemment, du forme de cirque ancien, comme vous le voyez sur l'image. Donc, nous avons tout le temps ces passages entre ancien et moderne. C'est ancien qui fabrique le moderne. La place que nous voyons aujourd'hui, la place Trajane que nous voyons aujourd'hui, est représentée par cette aquarelle du XIXe siècle, et comme je disais, le résultat d'un processus de restauration des transformations urbaines napoléoniens à Rome, dans lequel on a trouvé les colonnes de l'antique basilique ulpienne qui ont défini toute la forme urbaine de ces nouveaux espaces, qui a été par la suite récupérée par Picette et réappropriée et réadoptée à son projet politique. On efface ce que Napoléon lui-même a fait avec la Révolution. On efface le nom de Napoléon de Pierre et on réinscrit le nom de Picette. Non, tous ces grands gouverneurs qui traversent la période de Révolution ont compris la fragilité du pouvoir. Non, parce qu'à partir du moment où on coupe la tête au roi de France, on se rend compte que malgré nos ambitions, les choses ont changé et qu'il vaut mieux s'assurer que nos noms restent inscrits sur des matériaux nobles qui résistent ces vicissitudes de l'histoire. Non ? Et cette réécriture historique traverse les espaces urbains de toute l'Europe révolutionnaire et napoléonienne. À Rome, déjà en 1998, le général Berthier, celui qui a conquis pour la première fois la capitale du pape au nom des armées françaises, une des premières choses qu'il fait, c'est d'organiser une fête au Forum romain,
où encore le temple était enterré, et il ordonne, heureusement ça ne s'est pas fait, que toutes les inscriptions anciennes soient remplacées par des lettres de bronze en bronze d'or à l'honneur des armées françaises républicaines. Non? Vous voyez comment on utilise ces monuments ces monuments antiques pour lancer ces discours. Non? Parce que, évidemment, on va le voir tout à l'heure, je choisis cette image ici parce qu'elle est très représentative, non seulement du camp romain, mais aussi du camp parisien. Cette estampe montre la restauration du temple de Giovettonante, et qui en réalité c'est le temple de Vespasien. À l'époque, on ne savait pas que c'était le temple de Vespasien. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Consulta per gli Stati Romani, le gouvernement napoléonien, le premier gouvernement napoléonien de Rome, commande à la calcographie impériale de Rome, l'ancienne calcographie du pape devenue impériale, une série d'estampes qui représentent toutes les pas de ces restaurations monumentales à Rome, parce que évidemment, l'image voyage. Aujourd'hui, nous sommes habitués à la radio, à la télé, mais ces estampes imprimées par des milliers traversaient l'Europe, étaient diffusées, données comme cadeau et portaient avec elles ces images d'un empereur étranger, mais qui quand même prenait soin des monuments de la grandeur ancienne et les restaurait à grands frais. Non? Mais aussi, ces images nous montrent. C'est des images très intéressantes parce que la critique qu'on faisait souvent à la papauté, c'est qu'à Rome, il ne s'est passé rien. Le pape avait délaissé l'Antiquité, les monuments, Rome était une ville endormie sur sa propre gloire. Et qu'est-ce qui se passe ici? Que ce que nous voyons ici, c'est la masse des gens. La masse des gens qui s'approchent des monuments, qui vont observer ces ouvriers qui travaillent, qui montent des échafaudages, des architectes qui dirigent. Non? Il y a une ville qui devient effervescente. Non? Il y a une curiosité, une force de pouvoir, non, de transformation, que l'image veut transmettre à tous les gens, non seulement qui viennent à Rome, mais qui connaissent, grâce aux nouvelles diffusées par les journaux, qu'à Rome, à Paris, dans toutes les capitales impériales, il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. En Italie, les troupes françaises ont bien évidemment fait quelques achats, on va dire, et après le traité de Tolentino en 1797, il y a une immense d'œuvres d'art qui quittent le territoire italien, mais non seulement l'Italie, parce qu'après les premières prises napoléoniennes ont commencé en Belgique, après il y aura l'Espagne, l'Allemagne. Bon, j'adore cette caricature critique, bien sûr, de prise napoléonienne, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une reprise de l'incendie du Borgo, peint par Raphaël, dans lequel le pape assiste impuissant à ces troupes napoléoniennes qui commencent à mettre dans des caisses tous les trésors. Des trésors qui, par la suite, sont intégrés aussi dans la ville de Paris. Vous voyez le projet de fontaine monumentale en face des Invalides avec le lion de Saint-Marc. C'est le lion qui représentait la longue histoire de la République sérénissime de Venise, qui était finie en 1797, grâce à Napoléon, par œuvre de Napoléon, et qui avait été intégré dans un monument public en plein cœur de Paris. Et là aussi, nous retrouvons un usage qui n'est pas tout à fait nouveau, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les empereurs à chaque fois, les empereurs anciens, à chaque fois qu'ils avaient conquis un territoire? Ils rentraient en triomphe dans leur capitale, à Rome, et ils plaçaient ces trésors un peu partout, comme souvenir, comme monument. Rappelez-vous que monument, le mot monument dérive du mot latin memento, mémoire, souvenir, mais aussi avertissement. Les monuments sont des avertissements. Les trésors de guerre placés en plein cœur de la ville sont des avertissements. Ça contribue à la beauté de la capitale, mais ça prévient tout le monde que la puissance de cet empire est représentée par ces prises napoléoniennes et que, bien évidemment, le prochain, ça peut être toi, et que l'empire est un système qui se répand et qui n'a pas envie de s'arrêter dans sa conquête internationale. Ok. Et vous avez plusieurs... Ça a créé tout un genre artistique, la représentation de ces déplacements d'œuvres d'art entre l'Europe et la France, et notamment Paris. La plus importante, bien évidemment, d'un point de vue symbolique, ce sont les déplacements d'œuvres d'art italiens. Vous avez cette image aussi de Six avec la salle du Laocoon qui avait été déplacée depuis le musée du Vatican jusqu'au Louvre. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote très curieuse, quand le Laocoon a repris le chemin pour l'Italie, il y a eu un accident aux Alpes et il s'est cassé
une partie du lacon s'est cassée et les idéologues nostalgiques de l'Empire avaient osé dire que c'était vraiment une malédiction parce que la sculpture ne devait pas quitter le Louvre, le nouveau temple de l'Antiquité, etc. Ça a fait des débats très intéressants. Je vous recommande les publications de Bénédicte Savoie, qui a travaillé sur l'Allemagne, mais qui a fait des choses, qui a dressé un cadre théorique très, très intéressant pour la question des prises napoléoniennes. En tout cas, on peut déplacer des sculptures, on peut déplacer des tableaux, on peut déplacer des camées, des bijoux, mais on ne peut pas déplacer des monuments. On l'a fait de temps en temps, c'est-à-dire, aujourd'hui on peut le faire parfaitement, mais on ne peut pas déplacer ces monuments architecturaux qui représentaient la splendeur de ces systèmes politiques qui étaient devenus l'idéal napoléonien. Parce que rappelons-le, cet engouement de Napoléon par l'antique, ce n'est pas quelque chose juste à Napoléon, c'est-à-dire la génération héroïque de Napoléon, cette génération née à la fin du XVIIIe siècle, qui traverse la frontière de 1800 et qui arrive jusqu'au XIXe siècle, c'est une génération élevée, éduquée dans le culte des classiques, Virgile, Horace, l'art ancien, les vases grecs. Il y a vraiment une culture qui est donnée à ces gens-là, qui ont tout de suite compris l'importance de s'emparer de ces modèles. Mais j'insiste, nous ne pouvons pas déplacer les temples de Jupiter Stator, les temples de Septime Sévère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se limiter. Les déplacer de manière symbolique. Limiter de manière tellement parfaite que pour qu'on puisse même aller au-delà, dépasser ces modèles. Parce qu'évidemment, on peut restaurer le temple de Jupiter Stator, mais ce sera toujours une ruine, non? En revanche, le nouveau temple classique à l'antique de Paris sont des bâtiments modernes, impressionnants, monumentaux, qui représentent cette renaissance moderne de l'Antiquité grâce à Napoléon, vouée à perdurer. Les temples parisiens n'allaient pas disparaître sur le sable de l'histoire comme ceux de Rome. Nous, je fais un choix, bien évidemment, de ces grands monuments dont la colonnade à l'antique est l'élément principal, une colonnade, un élément architectural qui tout de suite, quand on la voit, nous provoque une impression de majesté, de grandeur et nous renvoie tout de suite aussi à ces passés glorieux. Pensez à ces effets. L'effet de ces images architecturales, même quand on ne connaît pas l'architecte, la date, mais ces formes jouent un rôle dans nous-mêmes aussi, même des gens qui sont nés 2 siècles après. Par exemple, quand vous prenez, je sors un peu du discours, mais quand vous prenez le billet de 5, 10, 20, 50 euros, 100 euros, vous voyez représenter des architectures qui n'existent pas. Ces monuments n'existent pas. Mais tout de suite, vous reconnaissez que c'est un bâtiment gothique médiéval, un bâtiment Renaissance, un bâtiment ancien, parce que le jeu de la Commission européenne, quand ils ont créé ces billets, c'était de nous faire nous rendre compte qu'à travers les formes architecturales, nous arrivons à identifier notre culture commune. L'architecture fédère, l'architecture enveloppe, entoure les citoyens. C'est ce qui nous entoure quand nous sortons d'ici. On voit des colonnades et on sait tout de suite qu'il s'agit d'un tribunal, d'un palais d'assemblée, d'un grand musée. Si on voit des arcades, je parle de l'architecture classique, si on voit des arcades avec l'emblème d'Esculape, on sait tout de suite que c'est un hôpital, donc c'est un bâtiment pour la santé, donc on voit qu'il y a une cour. Tous ces messages, ces non-dits de la ville, sont très importants. Et même quand on ne se rend pas compte, et même quand la plus grande partie de la population est analphabète, le langage universel, la koiné de tout le monde, c'est l'architecture monumentale. Parce que c'est la meilleure manière de nous transmettre un message sans besoin de faire de longs discours, de nous apprendre. Vous comprenez? Donc, à Paris, bien sûr, on lance la construction de ces immenses colonnades. On a vu la façade de l'Assemblée nationale qui a été construite par Pogé en 1806, mais on a commencé d'autres projets qui ont été finis par la suite et de manière différente pendant la Restauration. Par exemple, l'hôtel du ministère des Relations extérieures, qui était un bâtiment à l'antique, qui reprenait bien sûr la colonnade de l'hôtel de Gabriel de la place de la Concorde. On en parlera tout à l'heure, de cette question de
fait miroir entre les colonnades parisiennes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est tout ce qui entoure aussi les cérémoniels de ces grands monuments. Non, ça, c'est une des plaques, une des médailles en bronze qu'on a mis dans les fondations de ces bâtiments avec toute l'inscription latine « Napoleonis imperatus ius quas aedes princeps munificent ». Vous voyez, il y a vraiment toute une construction, non, une cérémonialité qui va dès la colonne corinthienne à vraiment aux fondations du bâtiment dans lequel on inscrit en argent, marbre, porphyre, ces messages qui doivent perdurer pour la postérité. Les colonnades se reproduisent partout, même si on ne les a pas toutes construites. Nous avons ici les projets pour la Banque de France ou encore un projet pour la façade de l'Assemblée nationale et le palais de l'Université sur les Champs de Mars, sur ces quartiers que Napoléon souhaitait construire sur les Champs de Mars en face du palais du roi de Rome. Un des projets qui a été construit, et pas complètement comme il voulait, mais qui a été quand même construit, c'est la Bourse de Paris, la Bourse de Brognard, qui avait construit toute une cour à colonnade tout autour, entourée des arcs de triomphe, qui a été bien évidemment annulée à cause du coût du projet. Mais même quand on représente ces projets qui est devenu l'emblème propre de l'architecte, sa propre carte des visites, parce que c'est sa plus grande réussite, nous nous rendons compte que cette architecture à l'antique monumentale, qui naguère était, au XVIIIe siècle surtout, était réservée aux églises et aux grands bâtiments de pouvoir religieux et politique, maintenant, désormais, perce tous les milieux, tous les types des bâtiments et n'importe quel grand bâtiment de l'Empire, de la société impériale, l'université, les archives, la bourse, j'ai une tendance à dire la bourse de commerce, la bourse, les marchés d'échange, peut devenir un temple à l'ancienne, peut devenir un lieu sacré pour le commerce, pour la connaissance, pour l'échange de savoir. Et évidemment, comme je vous disais, Paris est un cadre très, très intéressant de ce point de vue, parce que ce n'était pas nouveau, ces usages des colonnades à Paris comme un élément de répétition de la splendeur politique de Napoléon. Déjà, Louis XIV, personnage dans lequel Napoléon se regarde souvent, déjà Louis XIV avait commencé à utiliser ces colonnades d'un point de vue très politique avec un des plus grands projets construits dans sa capitale, qui est la colonnade du Louvre. La colonnade du Louvre qui est tout de suite saluée comme l'emblème de ce Louis XIV roi Soleil qui est l'héritier de la grandeur ancienne. Pourquoi? Parce qu'avec cette colonnade, il a restauré les formes anciennes et il les a volées à l'Antiquité pour les amener en France et pour faire de son règne la nouvelle Rome, la nouvelle Athènes. Louis XIV avait envoyé un des architectes dégodés à Paris pour mesurer, étudier tous les grands monuments anciens et publier un livre sous son égide, sous l'égide de Louis XIV, qui est celui-là, les édifices antiques de Rome, qui était censé devenir, et qui est devenu par la suite, le manuel de base pour tous les architectes européens à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Parce que c'était le premier grand recueil publié où les antiquités romaines étaient mesurées. Il y a eu d'autres, il y a Serlio, Palladio, mais la nouveauté de ce recueil, c'est la précision de dégoder. Louis XIV voulait des mesures précises. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces mesures précises, n'importe qui, et notamment ces architectes à lui, pouvaient reproduire ces grands monuments ailleurs, déplacer Rome. Et ces livres ont été très utilisés par les architectes. Les propres architectes de la génération qui ont vécu, qui ont travaillé pour Napoléon, vont à Rome et réutilisent le livre de Dégodet. Vous voyez ici une planche de l'arc de Septime Sévère, tout annoté par les grands Molinos, les architectes de la fin du XVIIIe siècle, qui part à Rome avec ses livres comme guide de voyage, qui annotent, qui corrigent le Dégodet pour l'utiliser eux-mêmes une fois ils sont rentrés en France et appelés à construire les grands monuments impériaux. Bien sûr, au XVIIIe siècle, Napoléon a connu ça, les dégagements de la colonnade du Louvre, la libération de ces grands monuments de Louis XIV, de ces grands classicismes de Louis XIV, a été un des débats les plus forts à Paris. Et il y a eu des échos aussi avec la nouvelle antiquité parisienne qui est représentée bien sûr par l'église Saint-Geneviève, le Panthéon de Paris, dont le portique des temples
faites une pensée un peu en rétrospective à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On part d'une église et d'un palais. Avec Napoléon, on part d'une bourse, hein, d'une école, d'une université. Le grand temple religieux de Louis XV hein, est un temple à l'ancienne. Et à Sainte-Geneviève, c'est fini toute une tradition architecturale des églises en forme de H, comme on voit à Saint-Eustache, à Saint-Sulpice. Non là, nous retrouvons une déclaration d'intention de l'architecture néoclassique hein, pour la récupération du portique ancien comme un emblème de modernité et comme un emblème de pouvoir monarchique. Et de tout ça, Napoléon était bien conscient, bien sûr. Et Napoléon, il vendait des noms, Percier-Fontaine. Donc, parmi tous ces grands chantiers napoléoniens dans lesquels la colonnade joue un rôle essentiel, moi, je voudrais vous parler plus particulièrement de la Madeleine, qui est un chantier commencé au milieu du XVIIIe siècle. Le chantier commence à prendre force à partir de 1764. Et qui était le pendant du Panthéon de l'église Sainte-Geneviève, l'autre grande église royale de Paris au XVIIIe siècle, pour laquelle on a fait énormément, c'est un chantier très très chaotique, hein, pour lequel on a fait énormément de projets, et les plus grands architectes de la période, y compris Boulay, participent, tous en réfléchissant à cette question du portique à l'antique, de la colonnade comme élément architecturale définitoire. L'église de la Madeleine, qui a suivi, hein, qui est l'exemple parfait de comment l'architecture parisienne a souffert les vicissitudes historiques de cette période passionnante et a dû se réadapter à ces régimes qui montent et tombent en permanence. Parce que non seulement après l'arrêt de travaux à la chute de la monarchie, on a décidé de peut-être placer à l'intérieur une salle d'assemblée, mais à un moment donné, au début du 19e siècle, quand la Madeleine s'est résumée à ce qu'on voit ici, le mur et les colonnes, on ne savait pas quoi faire. On a hésité s'y faire une église dédiée à Saint Napoléon. Vous savez que Napoléon a inventé un culte à lui-même, hein, le Saint Napoléon. Non, mais je dis ça parce que c'est quand même intelligent. Je veux dire, le fait de créer un saint à son honneur, hein, qui devient aussi un moment fort de tous les calendriers impériaux partout, hein, ces genres de choses hein, contribuent à créer une idée de groupe, des identités communes, non, des civilisations communes. Non, quand on a les mêmes fêtes, les mêmes monuments, les mêmes codes. Non. En tout cas, la Madeleine reste comme ça jusqu'à à peu près 1806, quand Napoléon, après la bataille d'Austerlitz, vous savez qu'Austerlitz a été une bataille essentielle, non seulement pour l'histoire politique de l'Empire, mais aussi pour l'impulsion que Napoléon a donnée à sa propre image. D'ailleurs, tous les projets sur lesquels je vais vous parler aujourd'hui, les 3 projets, tournent autour de 1805, 6, 7. Hein. On voit que là, il y a vraiment un tournant dans la compréhension du système impérial, de l'usage qu'on pouvait faire de Paris comme plateforme politique. Autour de 1806, Napoléon décide sur les champs de bataille que la Madeleine doit être transformée dans un temple à la gloire de ses armées. Donc, on glorifie, comme faisaient les empereurs romains, hein, on glorifie l'armée. Cet instrument fondamental qui permet à Napoléon de conquérir. Hein. Et tout ce que vous voyez là est racé, à zéro. Hein. On décide de raser les colonnes, de raser le mur. Après, on prend chaque élément des colonnes, notamment le tambour, et on le réutilise dans le chantier du nouveau temple à la gloire des armées. Ce qui est quand même aussi très intéressant. Non, parce qu'évidemment, il y a une mesure d'économie. Si on a déjà les colonnes, il ne faut pas payer d'autres. Mais il y a un autre élément très symbolique, c'est-à-dire de réutiliser ces débris, ces ruines de l'Ancien Régime pour construire les architectures, les espaces du nouveau régime. Non. Et là, c'est un sujet passionnant qui n'est pas très bien exploré. C'est comment le système impérial s'implante dans chaque lieu fort de la monarchie hein, à Paris et construit des grands monuments. La place de la Concorde, la place Vendôme, hein, la Madeleine, le Louvre. Hein. Donc, on lance un grand concours, on reçoit 80 projets en total. Beaumont remporte le concours organisé par l'Institut, par l'Académie des Beaux-Arts, mais Napoléon, qui déjà, entre-temps, s'est formé un petit goût en architecture, qui a compris que lui aussi, il n'est plus le jeu militaire qui fait la guerre, qui ne comprend rien en colonne. Lui, il choisit
un autre projet, qui est celui du Vignon, qui va être commencé et construit par la suite, que vous voyez ici. Et comme ça, il marque aussi un tournant dans sa propre implication par la définition monumentale de la ville de Paris. Parce que nous savons, hein, Fontaine le raconte dans son journal, que Napoléon il a voulu vraiment avoir un pouvoir de choix dans ses choix, des constructions dans temples, hein, périptères, en plein cœur de Paris. Là, nous allons, mais bien au-delà de la première Madeleine et bien au-delà du portique du Soufflot pour le Panthéon. Là, c'est vraiment l'implantation au cœur de la capitale d'un temple ancien. Comme ça, hein, comme nous pouvons le voir, nous aurons pu le voir dans l'ancienne Rome. Mais voilà, il y a la Madeleine est là, le chantier de la Madeleine commence, jusqu'en 1811, les travaux avancent, en 1812, campagne de Russie, l'argent commence à manquer, Napoléon commence à comprendre que les choses ne sont pas si faciles comme il les croyait. En tout ça, il y a eu bien évidemment un épisode fondamental, je ne dis pas ça parce que je suis espagnol, mais parce que les historiens sont d'accord, il y a eu la guerre d'Espagne, 1808. Hein. La guerre civile espagnole, qui est la première à montrer à Napoléon qu'en fait, la conquête de l'Europe n'allait pas être si facile, n'allait pas être cette parade militaire triomphale qui semblait après la campagne d'Italie. Parce que vous savez qu'en Italie, toccata e fuga, hein, de Napoléon. Mais il y a eu, évidemment, en Espagne, il rencontre un vrai problème. Et l'Espagne de 1808, hein, l'Espagne dominée, et ça, on le voit très bien dans la correspondance avec son frère aîné, qu'il adorait, hein, Joseph, qui commence avec mon frère, comme tu es brave, hein, et qui finit en insulte. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'Empire est en train de perdre la guerre d'Espagne contre des guérillas, des gens entre les montagnes, des gens pas bien préparés, etc. Mais là, Napoléon commence quand même à comprendre, hein, ces problèmes du système impérial. Mais évidemment, la deuxième grande défaite, c'est la Russie. Là, l'armée... catastrophe humaine, Napoléon rentre à Paris et décide que la Madeleine... Ces grands temples à l'armée, on pourrait peut-être faire une église. Là, on sait qu'en 1812, Napoléon a pensé à reconduire le chantier. Mais s'il y a un chantier vraiment qui l'obsède, personnellement, c'est le Louvre. Hein. Nous savons que l'achèvement du Louvre est une obsession non seulement pour lui, mais pour tous les rois qui ont occupé le trône de France, parce que, évidemment, celui qui arrive à finir le Louvre, c'est le meilleur, pour dire comme ça, non ? Ces grands dessins du Louvre, sur lesquels nous n'allons pas rentrer aujourd'hui, comportent un élément fondateur de la politique architecturale monumentale du Premier Empire, qui est l'art du carrousel, dont la construction a été aussi actée en 1806, hein, et qui reprend encore une fois directement un modèle antique copié, hein, transposé. Hein. C'est vraiment comme si sur les chariots qui partaient de l'Italie en 1798, on aurait amené cette idée aussi de transposer ces monuments qui commencent à pousser dans les espaces principaux de la capitale. Cette fois-ci, c'est bien sûr Percier-Fontaine, les deux architectes favoris de l'empereur qui l'ont construit dans un temps record. Le chantier commence en 1806. En 1808, la plupart des choses étaient faites. Il manquait les sculptures. Et c'est un grand tour de force matériel, mais aussi c'est une grande réussite esthétique. Bon, vous savez qu'il y a eu l'anecdote du quadrige tout en haut. Les chevaux que vous voyez, ce sont les chevaux de Saint-Marc. Hein. C'est les chevaux empruntés à la basilique vénitienne et transportés ici à Paris. Et on a fait fondre un char et même une sculpture de Napoléon habillé en costume d'empereur qu'il a tout de suite refusé. Hein. On a fait descendre les sculptures. C'est vrai que Napoléon avait un rapport assez compliqué avec son image lui-même d'un point de vue monumental. Il y a eu aussi les débats de la colonne Vendôme dont on va parler tout à l'heure. Hein. Mais c'est quand même intéressant de voir ces chars vides sur les grands arcs de triomphe. Non ? En tout cas, sur cette magnifique photo prise de Google, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, on le voit très bien, c'est que c'est le tournant d'un point de vue artistique, parce que là, on copie le monument
ancien, c'est une copie, c'est une reprise de l'art de Septime Sévère qui avait été restauré à l'époque, qui était en train d'être restauré à Rome à cette époque. Mais on va au-delà parce qu'on introduit l'élément de la polychromie, ces colonnes roses, ce lèvres ronces, non? Et là, c'est vraiment un unicum du début du 19e siècle, parce que le monument, on le voit très bien dans l'autre arc de triomphe qui a été commencé à cette époque, l'arc de l'Étoile, qui est de pierre blanche, sobre, sans couleur, beaucoup moins intéressant que celui-ci, d'un point de vue de l'architecture, parce qu'ici, vraiment, Percier et Fontaine disent on fait un arc de triomphe pour l'empereur, on s'inspire des Septimes Sévères, mais l'arc de triomphe de Napoléon est différent. La transposition, ces voyages du modèle doivent être améliorés pour représenter qu'ici on fait du nouveau moderne. Et ce nouveau moderne représente vraiment l'essence, la quintessence du régime napoléonien. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les propres architectes déclinent leur propre modèle, parce que Percier et Fontaine ne s'arrêtent pas à imaginer cet arc, mais commencent à imaginer vraiment un ensemble impérial, dans le sens du dictionnaire du terme, un ensemble avec un Louvre transformé en temple romain, dédié avec cet emblème « Dieu protège la France ». Vous savez que sur les frontispices de temple, il y avait des inscriptions dédiées aux empereurs et aux dieux protecteurs. Le régime napoléonien est un régime concordataire, donc Dieu revient au discours. C'est Dieu qui avait été supprimé par la Révolution, revient à l'espace urbain parisien. Et c'est Dieu qui protège la France, protège aussi les grands empereurs qui, ici, est bien sur son char, regardant vers tout le monde qui veut rentrer dans son grand palais impérial qui devait être le Louvre. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont même les architectes commencent à étudier cet arc comme un élément archéologique. Non ? C'est tellement réussi, c'est tellement bien fait, c'est tellement nouveau moderne que les architectes, vous le voyez là, commencent à étudier ces détails comme ils étudient les arts anciens qui sont à Rome. On commence à relever la nouvelle antiquité de Napoléon comme si c'était vraiment des exemples anciens. Non ? Rendez-vous compte d'à quel point ces discours intemporels, cette idée qui traverse les époques, devient fort avec cette architecture à l'antique. Le troisième monument qu'on va voir aujourd'hui, et il faut que je me dépêche parce que j'ai déjà parlé beaucoup, et c'est bien évidemment la grande colonne impériale de Paris, la colonne Vendôme, qui est à nouveau une transposition directe d'un modèle romain au cœur de Paris. Ici, si avant nous avions le temple de Jupiter Stator, le temple de Septime Sévère ou l'arc de Septime Sévère, ici nous sommes devant la colonne de Trajan, donc qu'on était en train aussi de restaurer, qu'on allait restaurer aussi bientôt à Rome, une fois que la ville est devenue deuxième capitale de l'Empire. Bon, ce n'était pas prévu au début. Autour de 1800, l'idée c'était de construire une grande colonne nationale avec des emblèmes des 108 départements français de l'époque, dans la place de la Concorde, et une colonne départementale dans la place Vendôme, là où il y avait les sculptures de Louis XIV qui avaient été fondues pendant la Révolution. Donc, nous sommes toujours dans ces discours de couches d'histoire qui se superposent. Mais évidemment, Vivant de Nom arrive, 1805 arrive, Austerlitz, victoire, gloire. Le département, ça nous importe un peu moins. Ce qui est important, c'est de remercier la Grande Armée, de remercier l'empereur. Et grâce au conseil de Vivant de Nom, Napoléon approuve la construction d'une grande colonne monumentale en plein cœur de Paris qui reprend directement le modèle, j'insiste, le modèle ancien, celle de la colonne de Trajan, mais qui rajoute une couche de nouveauté parce que, d'une, le matériel extérieur, c'est le bronze. Du bronze, comme vous savez tous, coulé à partir de canons volés aux ennemis d'Austerlitz. Donc déjà, bien évidemment, le niveau symbolique est au maximum. Mais aussi avec toute une donc la couleur, les matériels changent, mais aussi la manière dont on représente ces batailles tout autour de la colonne, mélange des éléments modernes, des costumes modernes, avec des éléments anciens repris directement de la colonne romaine. C'est-à-dire le navire, on le représente à l'antique, certains personnages portent des toges. Donc il y a
à nouveau, ces mélanges anciens et modernes, qui est très très important. Alors, pour la construire, on a fait appel à deux grands architectes, Gondouin, qui était déjà vieux, hein, Gondouin qui avait travaillé pour Louis XV même, qui est l'architecte de l'école de chirurgie de Paris, où il y a l'université Paris-Descartes, et Lepère, qui était un architecte qui était spécialiste aussi qui était un bon connaisseur en sculpture, qui savait travailler le bronze, hein, parce que c'est un matériel très compliqué. Hein. Et on commande au grand sculpteur Chaudet la réalisation, la coordination d'une équipe de sculpteurs parmi les plus brillants de Paris à l'époque, une grande équipe. Hein. Parce que, rappelons-nous, ça a été construit entre 1806 et 1810. C'est des temps très brefs pour la construction du monument, notamment quand on pense au temps de construction des grands monuments pendant l'Ancien Régime. Hein. Là, on se rend compte à quel point les chocs s'accélèrent. Le système impérial veut accélérer la transformation de la capitale. Et il y a le fameux débat sur la représentation de Napoléon au sommet. Parce que dans les premières idées des colonnes impériales départementales pour la place Vendôme, on avait pensé à placer le Charlemagne qu'on avait importé de Aix-la-Chapelle, dans les sculptures de Charlemagne. Mais après, on se rend compte que non, il vaut mieux une image de Napoléon. Chaudet tient vraiment que ce soit Napoléon. Napoléon ne veut pas que ce soit lui. Il y a tout un débat. Napoléon veut être représenté en costume militaire moderne, mais Chaudet insiste sur la question de la toge. Et finalement, c'est comme ça qu'il a été représenté, avec une statuette de la victoire. Qui par la suite a été perdue dans les différentes destructions. Parce que vous savez que la colonne Vendôme n'est pas juste un emblème du Paris impérial, mais aussi un emblème du Paris révolutionnaire et communard. Non, elle a été détruite, etc. Mais là encore, on se rend compte de comment ces objets architecturaux deviennent des objets de désir, pour reprendre justement la définition très riche de Bénédicte Savoie, comme ces objets de désir qu'on a toujours décidé avoir deviennent des réalités dans l'Empire impérial. Parce que le propre architecte de l'empereur, hein, quand il est jeune, quand il parcourt les rues de Rome après avoir remporté le prix de Rome, un des monuments qu'il étudie le plus, c'est la colonne Trajane, dressant ses études très, très, très pointues de chaque détail qu'il amène avec lui ensuite à Paris. Ces dessins sont conservés à l'école des Beaux-Arts. Donc, vous voyez à quel point ces grands objets, comme je dis ici, comme dit Bénédicte Savoie pour les objets d'art, deviennent des objets de désir qu'on récupère quand on a un désir d'objet, non ? Quand Napoléon a un désir, a une volonté de construire, de bâtir une nouvelle capitale, on fait appel à tous ces objets que jusque-là, on pouvait juste avoir à travers des dessins, des estampes, des descriptions. C'est là aussi ce qui nous fait comprendre la grandeur, entre guillemets, de ces projets politiques architecturaux du Paris napoléonien. Bon. Je vous ai montré ici ces images pour vous parler encore une fois de l'usage de la propagande, hein, surtout à propos de toute cette grande construction et la capacité dans le système impérial. Et j'insiste, notamment Vivant Denon, qui est celui qui dicte le sujet des médailles, des images, a cette capacité qu'ils ont de se réapproprier des monuments à l'ancienne, de ces monuments qui imitent la grandeur ancienne, parfois en les construisant, parfois tout simplement en changeant des inscriptions et en rajoutant l'image de l'empereur à quelque chose qui existait déjà, comme ils ont fait pour la porte d'Alcalá à Madrid, une porte qui avait été construite 50 ans avant par Charles III, mais qui est classique, qui reprend les formes d'un Arc de Triomphe, donc qui est tout à fait susceptible de pouvoir contribuer au projet napoléonien en Espagne, par exemple. Encore une fois, je vous invite à comparer cette culture visuelle développée tout autour de la construction, de la restauration de ces monuments entre Rome et Paris pour nous rendre compte de comment le système a vraiment profité de ces chantiers, non seulement pour faire avancer bien évidemment les beaux-arts et la beauté des capitales, mais aussi pour pousser un discours solide de l'importance et de la nécessité d'un système impérial pour la renaissance de ces espaces urbains européens.
Et évidemment, ces questions, on le voit très bien, aussi bien dans la peinture que dans la gravure. Je choisis ces tableaux très, très intéressants parce que ça nous montre vraiment comment l'artiste a capté ces ruptures entre l'ancien et le nouveau monde, non? Entre ces anciens mondes d'églises baroques en ruine qui tombent en morceaux dans les rues de Paris, comparé à ces grands classicismes monumentaux napoléoniens qui se dressent au milieu des grandes places nouvellement transformées, comme un emblème, comme quelque chose qui dirige, qui appelle notre regard, qui nous conduit. Non? Évidemment, ici, nous partons aussi de ces éléments urbanistiques de la création, ces idéaux urbanistiques qui veulent créer des éléments verticaux ou de référence pour guider les gens à travers la capitale dans une espèce de sancta sanctorum, de parcours, de lieux emblématiques. Ici, on le voit très bien avec cette comparaison entre l'ancien régime qui tombe en morceaux et le nouveau régime qui se dresse triomphal au milieu de la capitale. Et je voudrais finir cette conférence par une petite note qui regarde aussi ces autres formes de monumentalité classique à l'antique qui ont peuplé les rues de Paris. Parce que bien évidemment, il ne s'agissait pas juste de créer des grands monuments solides en pierre, mais d'inonder l'espace public, notamment dans ces moments forts de l'année comme la naissance du roi de Rome, la commémoration du mariage, la conquête de je ne sais pas quel territoire nouveau, inonder la capitale avec des colonnes, des temples, des arcs de triomphe, ou même de recréer au milieu de la Seine une sorte d'île tibérine, comme l'île tibérine de Rome, avec un temple d'Esculape au milieu, devant le Louvre. Vous voyez à quel point la puissance d'imagination des idéologues de cette époque ont utilisé ces formes pour faire de Paris quelque chose de nouveau, non? Et ça allait bien évidemment vers d'autres cultures de l'Antiquité, parce que Napoléon était l'empereur des Français, des Italiens, des Allemands, des Romains, mais aussi des Égyptiens. Non? Et je finis un peu par ces images, parce qu'il y a eu toute une sorte d'égyptomanie dans l'architecture napoléonienne de Paris à cette époque. Il y a eu plusieurs projets pour la construction d'obélisques, de temples, de monuments généraux de la campagne d'Égypte, inspirés et peuplés de références architecturales égyptiennes. Et cela a été toujours expliqué par la question de la campagne d'Égypte. Non? Tout le monde dit oui, il va en Égypte, il voit ces monuments, il veut recréer à Paris ce qu'il a vu en Égypte comme symbole de sa conquête. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les empereurs romains eux-mêmes à Rome, dans la Rome ancienne? La Rome ancienne était parsemée d'obélisques, de temples, d'idoles, des grands dieux, divinités en granit égyptiennes. Donc, à mon avis, c'est une hypothèse, là, nous ne sommes pas justement en train de recréer ce que Napoléon, Dénon et Champollion ont vu en Égypte. Nous sommes en train de rajouter une couche à cette Paris Nouvelle Rome, comme la ville, la capitale de l'empereur, qui, comme ses aïeuls de l'Antiquité, veut ramener et dresser des références antiques partout pour se placer lui-même comme le conquéreur et l'héritier de ces différentes antiquités. Évidemment, ça se passe bien ou pas bien, ça dépend du cas. Ici, nous avons le temple égyptien dédié aux généraux d'essai Kléber, qui était mort dans la campagne d'Égypte et aussi dans la bataille de Marengo, qui avait été construit en plâtre, à l'échelle 1-1, c'est une maquette à l'échelle nature, en plâtre, et qui a été détruit par la suite parce qu'il n'y avait pas de fonds pour la construction, ce qui nous parle un peu aussi du côté éphémère de toutes ces initiatives. Non? Parce que, et je voudrais conclure par là, évidemment, Napoléon était conscient de sa puissance militaire, politique, culturelle, économique, symbolique. Mais Napoléon était né à l'époque dans laquelle il était né. Napoléon est l'héritier d'une révolution qui avait prouvé à tout le monde que le pouvoir est éphémère et que le roi ne descendait pas du droit divin, que Dieu ne choisissait pas le roi, et que l'histoire commençait à aller plus vite que prévu. Parce que quand vous prenez par exemple ces grands tableaux méthodologiques d'école, vous voyez le Moyen-Âge, la Renaissance, vous voyez comment les époques, et tout ça commence là, cette conscience d'une époque qui s'échappe, qui est éphémère, qui échappe au contrôle et au pouvoir du nouveau héros de l'Europe, tout ça commence là. Et on le voit très bien avec cette estampe de l'artiste français qui pleure lorsque les œuvres d'art empruntées, déplacées de l'Italie réparent pour leurs pays originaux, pas toutes,
pas toutes, et qui montre bien les larmes, non seulement des artistes, les larmes de vivants de nom, les larmes du système, de l'élite qui avait construit, bâti ces systèmes, qui avait voulu faire de Paris la nouvelle Rome. Et bien évidemment, acte final, si j'ose dire, de cette grandeur, la destruction de la colonne Vendôme par les communards. C'est geste architectural fort, si j'ose dire aussi, de destruction de ces symboles, de ces rares symboles de pouvoir napoléonien en plein cœur de la ville, qui reprend aussi le mot de l'architecte Fontaine, quand, a posteriori, quand l'Empire était disparu, quand il s'était intégré parfaitement dans le système des arts de la Restauration, parce que les artistes de cette époque traversent parfaitement les époques, mais qui, dans son journal, note quand même avec une certaine nostalgie, malinconie, cette idée de ces grands palais qu'il devait dresser, non ces temples, ces grands palais qu'il devait construire dans le centre-ville de Paris, qui lui avait fait croire que lui aussi, son nom allait perdurer, passer à la postérité, non son nom allait être gravé sur les pierres des nouvelles architectures, mais qui finalement sont des rêves fantastiques qui sont appelés à disparaître à peine une moindre des raisons ou des contraintes financières militaires apparaissent et montrent encore une fois à l'empereur, à ses architectes et à son grand idéologue vivant de nom, que malgré la splendeur de l'Empire, tout est éphémère et que, comme on dresse des monuments, on peut aussi le faire tomber. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour ces allers-retours entre Paris et Rome et entre l'Antiquité et la période napoléonienne. Vient maintenant le temps des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle est la plus belle œuvre faite à cette époque-là? Pour moi, à Paris, l'art du carrousel. Ah oui, oui. L'art du carrousel. Mais ça l'est toujours. Ça donne toujours... ça fait... Il faut penser aussi que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on voyait à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait le palais des Tuileries qui a été détruit pendant la Commune. Il y avait une grille. Ce n'est pas du tout. Maintenant, on voit des jardins splendides avec... mais quand même, cette image qu'on a quand nous traversons les Tuileries le matin, et on voit le soleil qui tape sur le marbre de l'arc, là, du rue. Je pleure comme l'artiste, là. J'ai une question, j'espère que ce ne sera pas trop maladroite. Dans le mobilier, me semble-t-il, il y a eu la recherche d'inventions ou de nouvelles formes. Les sièges, les canapés, pour dépasser un peu l'héritage de l'Ancien Régime. Est-ce qu'en architecture, Napoléon n'a pas fait appel auprès de Fontaine et Percier à une réflexion sur quelque chose de nouveau qui serait moins inspiré de l'antique, qu'on n'a pas vu là, bien sûr, oui. Mais est-ce qu'il y a eu un peu ce type de réflexion? Bien sûr, surtout, notamment appliqué à l'architecture utilitaire. Parce que là, on a vu juste le côté monumental et une partie du côté monumental, parce que je peux vous dire que la liste des projets est longue. Mais il faut penser aux cimetières, aux marchés, aux abattoirs, tous ces... Comment ? Aux archives, au palais des archives de Sélérier, sur le champ de Mars. Là, Napoléon, il faisait très attention aux dépenses. Souvent, Fontaine, il raconte comment il se fâche, il dit que les architectes ils vont ruiner l'Empire, etc. Il était très stratègue, oui, comme sur le champ des batailles, sur le champ de l'architecture. Il comprend bien sûr, quand on veut montrer un message politique clair à travers un monument, il faut dépenser. Il faut dépenser, il faut mettre de l'argent. Le Louvre, à lui seul, coûtait par an 1 million de francs, soit le coût total de l'art de carrousel. Donc, imaginez la quantité d'argent qu'on a investi. Mais oui, bien sûr, il y a eu tout un côté plus rationnel, plus moderne, plus éloigné de cette imitation fidèle à l'antique qui concerne surtout l'architecture utilitaire. Bien sûr. D'autres questions? Est-ce que d'autres villes en Europe ont connu de monuments comme à Paris par Napoléon ou par Céon? Oui. Beaucoup. Milan, Rome, Naples, Madrid. Oui. C'était, vous savez, c'était la construction d'une architecture monumentale à l'antique.
sous l'égide de l'Empire, c'est un élément de civilisation aussi, hein. Comme le faisait le Romain. Le Romain, qu'est-ce qu'il faisait quand l'Empire romain se répand? On établit un code légal, code civil, une langue française, bien qu'il y ait une coexistence aussi avec la langue naturelle de chaque pays conquis, et un système des arts, hein. On construit des ponts, des monuments, on construit des palais. C'est la même chose, hein. Ce sont des instruments que le système impérial utilise pour la conquête culturelle. Une fois que les armées ont assuré que le territoire est intégré, après, il y a une acclimatation culturelle de ces territoires. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger parfois les régimes. On a tendance à faire des amalgames avec d'autres régimes plus modernes, etc. Mais l'importance de ce système, c'est qu'il y avait tout un projet culturel très fort derrière, hein. Il y avait un projet très très fort de réforme des institutions artistiques, architecturales. Partout où on va, on fait des plans de renouveau pour les académies. On dresse des nouveaux corps d'ingénieurs. Ouais. Donc c'est un réseau international. Et le palais du roi de Rome, il était aussi d'inspiration, antique ou... Alors, non. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle inspiration antique? Alors, oui, il y avait des formes à l'antique dans l'ensemble. Vous savez, c'est un palais qui était conçu comme ça, et puis à fur et à mesure que le budget, hein, il devient un pavillon. Et le dernier projet de Percier-Fontaine, c'est un pavillon de chasse. Je ne sais pas si des chasses ou un salon, mais vraiment un truc tout petit. C'est pour ça d'ailleurs que Fontaine était très triste à la fin de l'Empire pour cet échec. Mais l'inspiration principale, c'est ce qu'on appelait l'italianisme. Parce que, encore, au-delà de l'architecture utilitaire et de l'architecture monumentale, il y a l'architecture princière et privée. Et là, grâce à Percier-Fontaine, qui en 1998 publie en France Palais et Maisons de Rome, hein, ces recueils de dessins d'architecture des principaux palais de la Renaissance romaine italienne, il y a une ferveur parmi les élites parisiennes, Madame Récamier, tous les grands, tous les stars économiques des autres sphères de l'époque, pour avoir des maisons à l'italienne, avec des serliennes, des façades rustiques comme dans les campagnes italiennes. Et les palais du roi de Rome, c'est l'expression la plus monumentale de cet italianisme architectural, qui n'est qu'un reflet de l'italianisme culturel en général. Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais à Paris, à ces moments-là, devient une tour de Babel, hein. Il y a énormément d'artistes italiens, des spécialistes de la mosaïque, de la peinture, de la gravure. Le fils de Giovanni Battista Piranesi, les grands graveurs de l'Antiquité romaine, mort à la fin du XVIIIe siècle, s'installe à Paris et monte une calcographie grâce à la protection du ministre de l'Intérieur napoléonien. Donc, il y a eu cette vague, ce déplacement entre Rome et Paris, qui est le cœur de mes recherches, qui serait l'objet d'une belle publication, d'une exposition, parce que c'est un sujet, c'est un point de vue qui n'a pas été encore abordé. On a étudié le Paris de Napoléon, mais on n'a pas étudié quels sont les mécanismes des systèmes politiques et des arts pour déplacer cette italianité de l'Italie, de Rome, vers la nouvelle capitale de l'Empire. Y a-t-il d'autres questions ? Je me dis comment ils arrivent à trouver l'argent alors qu'il a fait plein de guerres et puis donc ces monuments où il a trouvé l'argent. Alors, il y a plusieurs systèmes. Bon, déjà, les gens payent des impôts, hein, et payent beaucoup d'impôts. Et la République et la guerre, c'est aussi une source économique, hein, parce que quand on conquiert un territoire, souvent on demande de l'argent aux vaincus. Et puis, je ne comprends pas bien le système précis des financements. J'imagine qu'il doit y avoir une dette aussi. Parce que, beaucoup de projets restent inachevés. Hein. Beaucoup de projets restent inachevés. Parfois, c'est les contributions de la Grande Armée qui payent. Hein. Je pense que c'est le cas de la colonne Vendôme ou du début du Temple de la Gloire. Irène, mais parfois, c'est la propre Grande Armée qui contribue au financement, contribue au financement de ces monuments. Donc on a construit très peu, hein, par rapport à la quantité immense de projets qu'on a proposé à cette époque. Une dernière question ? Non, alors merci, un grand merci à vous, merci beaucoup.